pouvoir vous parler du sujet dont je voudrais vous parler ce soir, qui est un sujet politique. Je sens que vous êtes en train de vous dire, Laurent, tout de suite les grands mots. Si vous préférez, vous pouvez substituer mentalement un sujet de société. Ce sujet, c'est le travail et sa dimension toxique. La souffrance au travail, si vous préférez. Je vais d'abord vous dire un petit peu qui je suis. Je m'appelle Laurent, ça vous le savez déjà. C'est acquis. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai 55 ans. Tout le monde ne le sait pas. Que j'habite, depuis ces 55 ans, j'habite à Paris, je suis parisien. Ravi d'être venu vous voir. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je suis marié. Et alors, ça ne manque pas, mais à chaque fois que je l'annonce en début de conférence, j'ai un souvenir ému pour la sortie de chantier où Sophie, mon épouse, était assise ici. D'ailleurs, d'habitude, il y a quelqu'un là où elle est assise, que je taquine un petit peu au fur et à mesure. Bon, là, c'est pas le cas. Et nous avons trois beaux enfants qui font en ce moment leur début dans ce qu'on appelle, un peu bizarrement d'ailleurs, la vie active. En tout cas, on en est très fiers. Et cette vie de famille, depuis donc tout ce temps-là qu'on est mariés, m'apporte de la joie et surtout de la sérénité et de la stabilité. Et alors franchement, tant mieux, parce que du côté de ma vie professionnelle, c'est le bazar. C'est un désordre complet. J'ai été salarié du privé, je me suis mis pendant un moment à mon compte, j'ai travaillé pour l'administration. Il y a certainement des tas de choses que je n'ai pas encore faites, mais c'est vraiment une carrière en zigzag. Et c'est tellement le bazar dans cette carrière qu'à un moment, c'était aussi vraiment le bazar dans ma tête. Il s'agissait donc d'y mettre un peu d'ordre. Pour essayer de comprendre finalement. Oh là là. Bon. C'est mieux comme ça? C'est pas pour vous, du coup, c'est pour la captation. Il va falloir que je jongle. Non. Bon, vous pourriez peut-être me dire, ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui pourrait traverser l'esprit des gens à qui j'en parle. Oui, Laurent, mais enfin, ça, c'est ton problème. C'est ta vie. Et en fait, le principe d'une conférence gesticulée, est-ce qu'il y a des personnes ici ce soir dont c'est la première conférence gesticulée? Je vais inverser la question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà assisté à une conférence gesticulée? Ah, c'est chouette. Pour les personnes qui ne connaissent pas, une façon que j'aime bien de présenter le sujet, c'est de dire que ce qui est arrivé à une personne, son vécu, c'est une matière sur laquelle cette personne peut s'appuyer pour dire que finalement, le problème dont elle vous parle n'est pas uniquement son problème, mais que peut-être c'est notre problème. Et même, mais là je suis peut-être en train de mettre la barre un peu haut, même peut-être qu'il y a moyen d'y faire quelque chose. De renverser l'ordre établi, pourquoi pas. Voilà. Alors, il y aura des moments de frustration pour moi dans cette conférence parce que il y a un timing à respecter et il y aurait des tas de choses que j'aurais envie de vous dire sur le sujet du travail au sens très large que je n'aurais vraiment pas le temps de vous dire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra en parler après. Le sujet, c'est vraiment la souffrance au travail. Et donc, peut-être histoire de poser un peu les choses, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un problème de souffrance au travail? Pour le savoir, nous allons étudier les statistiques. Les statistiques d'une administration publique qui s'appelle Santé publique France et qui a étudié sur une période allant de 2007 à 2019 le sujet des SPLT. Tout le monde a la ref?
c'est normal, vous n'avez pas un doctorat en acronyme. Il est nécessaire pour travailler dans l'administration. Je blague à peine. C'est donc les souffrances psychiques liées au travail. Hop. Ça va peut-être faire du bruit du coup dans le micro d'enregistrement. Ça va là, ça. Hop, ça va même là. On en a toujours besoin en fait. Est-ce que comme ça marche mieux? Non. La technique. Bon, si ça marche bien avec le micro, on va s'en dépatouiller. Donc, que dit Santé publique France? C'est que sur la période de 2007 à 2019, ces souffrances psychiques liées au travail, qui regroupent un certain nombre de pathologies qui vont en gros de gens simplement qui consultent le médecin parce qu'ils ne se sentent pas bien, il peut y avoir un conflit dans l'entreprise, on part 2 semaines en congé maladie et ça repart, mais ça peut être aussi un burn-out. Un burn-out c'est quand même plus sérieux, hein. On va mettre 6 mois, s'en remettre, 6 mois à 1 an, typiquement, pendant lequel on est vraiment diminué. Et ça peut aller aussi jusqu'à la dépression et même jusqu'au suicide. Or, entre 2007 et 2019, les conclusions de Santé publique France, c'est que l'incidence, le nombre de personnes dans la population qui souffrent de ces souffrances psychiques liées au travail a plus que doublé. Vous voyez ? Multiplié par 2. C'est pas rien. On n'a pas forcément beaucoup de statistiques sur le suicide en tant que tel. Alors malheureusement, c'est un fléau humain qui existe depuis longtemps, qui continuera à exister. Mais sur le sujet un peu particulier des suicides, alors c'est pareil, sur le lien de cause à effet entre le travail et les suicides, c'est difficile de faire des chiffres fiables, notamment parce qu'on peut avoir du mal à interroger les gens sur le sujet. Mais donc, ce monsieur qui s'appelle Christophe Dejour, enfin c'est pas un monsieur, c'est un livre, hein, mais c'est l'auteur du livre, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Il y a un autre livre qui est assez connu qui s'appelle Souffrance en France, explique notamment qu'il y a un phénomène qui est nouveau dans les années 80-90, c'est que les gens se suicident sur leur lieu de travail. Et ça, c'est un indice assez fort qu'il y a quelque chose qui se passe récemment qui est nouveau. Sa thèse, c'est que c'est quelque chose qui relève de l'organisation du travail. Bon, alors, pour des raisons qui vont devenir claires, je vais illustrer notamment l'idée des souffrances avec ça. Hop. Mais quand même aussi pour vous rassurer, dans le travail, il n'y a pas que de la souffrance. Heureusement, on aurait du mal à y aller, quoi. Hop. Dernier point avant de quitter le domaine des statistiques, c'est qu'elle s'arrête en 2019. C'est bizarre. Est-ce que par hasard, il se serait passé quelque chose juste après 2019, mettons en 2020, qui aurait pu changer la donne dans le monde du travail ? Voilà, je ne parle pas du Brexit, mais bien du Covid. Et notamment, alors il y a un certain nombre dès qu'on parle Covid, il y a un certain nombre de souvenirs qui remontent immédiatement à la surface. Pareil, j'ai fait le tri parce qu'on pourrait passer du temps là-dessus. Mais vous vous souviendrez notamment, c'est là où c'est pas pratique. Ah ben si, je vais utiliser le micro. Non, ça va être horrible. Vous vous souviendrez notamment de ces moments à 20h où on sortait sur nos balcons pour faire du bruit, pour applaudir qui ?
infirmières, soignantes, soignants, les travailleuses et les travailleurs essentiels. Cette époque du Covid, elle a vraiment été un révélateur, je pense, sur un certain nombre de difficultés, de pathologies du travail, on peut utiliser ce terme. Et chacune et chacun d'entre nous a sans doute un peu son histoire à raconter de comment le Covid est venu percuter tout ça. Et donc ce soir, c'est un petit peu de ça que je voudrais vous parler, mais pas tout de suite. Pour poser un peu le décor. Donc moi, en 2020, à l'époque du Covid, je ne suis probablement pas un travailleur essentiel. Même si j'ai du mal à l'admettre. Mais pour deux raisons. Je travaille dans le numérique et je travaille pour l'administration. Ce sont quand même deux cercles où on peut trouver une certaine quantité de ce que, par exemple, un monsieur comme David Graeber, un économiste américain, appelle les bullshit jobs, les jobs à la con. Des occupations où on n'est pas vraiment certain ou certaine de produire quelque chose qui ait de la valeur pour la société. Bon, la bonne nouvelle, évidemment, depuis 2020, c'est que tout a changé et qu'on a bien pris conscience du problème et que maintenant, on paye beaucoup mieux les travailleuses et les travailleurs essentiels, notamment dans l'hôpital. Je vous vois faire la grimace. Est-ce qu'on m'aurait menti ? Oui, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu des mauvaises nouvelles, quoi. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de la crise ? Et donc, en tout cas, pour spoiler un petit peu cette partie-là, moi, mon histoire, c'est une histoire qui finit mal. Voilà, donc... Pour les âmes sensibles qui souhaiteraient éventuellement quitter la salle à ce stade, il n'y a pas de souci. Mais on va parler de choses un peu douloureuses. Mais comme je vous disais, j'ai vraiment besoin là qu'on fasse un grand saut dans le temps, qu'on remonte très loin en arrière, de presque un demi-siècle. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui, on y va, c'est parti. Alors attention, jingle. On va la refaire. Tous ensemble, attention, jingle. Bon, je vous le fais, vous allez le reconnaître. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. J'aurais dû réviser, mais je pensais que ça allait sortir de la sono. C'est pas grave, hein. On va revenir presque 50 ans en arrière et vous allez faire la connaissance du petit Laurent. Le voici. C'est mignon, hein, cet âge-là. Alors celle-là aussi, on l'a déjà faite. Mais effectivement, c'est bien la personne qui est de ce côté-là de la photo. Et ce que vous pouvez remarquer sur cette image, c'est qu'il y a déjà, effectivement, de mon côté, un certain amour qui ne se dément pas, d'ailleurs, pour les machines. Pour toutes sortes de machines. Alors oui, on va poser un petit repère temporel. En fait, à chaque fois, j'écarte les cordes à linge, j'ai l'impression de rentrer un peu dans la caverne d'Ali Baba, d'aller chercher des trésors. C'est plutôt plaisant. Donc, voilà, le tout début de ma vie, si vous avez calculé, c'est 1970. Hop. Et là, le petit Laurent, il a 8 ans. Dans la maison de ses grands-parents, dont je ne vous parlerai pas parce que frustration, pas le temps. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du petit Laurent ? Il y a un premier point, c'est que il est issu d'une famille où il a bénéficié d'un certain nombre de privilèges. Par exemple, chez mes parents, la maison est remplie de bouquins. Et je passe mon temps à lire. Très tôt d'ailleurs, on me lisait des histoires pour m'endormir. Et ensuite, une fois que j'ai passé l'âge, à peu près dans cette période-là, je pense, j'ai lu. Et j'ai lu voracement. J'ai même lu à l'école, pendant les cours, ça agaçait un peu les instits. Je cachais mes bouquins sous la table.
On n'a d'ailleurs pas eu la télé à la maison pendant très longtemps. Mes parents me disaient non, ça va vous pourrir l'esprit. Lisez, c'est déjà bien, c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser. Ma maman, elle était directeure de recherche en neurosciences. Elle travaillait sur le neurone moteur du chat. Sujet passionnant. Elle connaissait tout ce qu'il y avait à savoir sur le cerveau, les neurones, et alors elle y travaillait beaucoup. D'ailleurs, il y a eu toute une période, quand on était jeune, elle y travaillait souvent tard le soir, parce qu'il fallait aller au labo et faire des expériences. Ouais, moi, quand elle nous racontait ça, faire des expériences, je pouvais imaginer tout un tas de choses. Bon, alors c'est des expériences sur les chats, hein, et trigger warning peut-être, toujours pour les âmes sensibles, hein, on va parler de vivisection. Parce que malheureusement, pour étudier ce qui se passe sur les neurones des chats, il faut ouvrir le crâne des petites bêtes. Les neurones moteurs, ils sont là. Quand elle passait du temps le soir au labo, c'était mon père qui nous faisait à manger. Et souvent, c'était une tradition, il nous faisait des crêpes. Quel gamin de 8 ans n'aime pas les crêpes? Oui, des crêpes. Et puis alors, il y avait des fois un phénomène un peu doux amer qui était que ma mère rentrait plus tôt du labo. Et là, évidemment, on était content, on allait la voir. Maman, t'es rentrée plus tôt. Ah oui, mais ça veut dire que le chat est mort. Et elle en ramenait à la maison de son travail. Donc on avait aussi, comme elle faisait des photos de coupes de neurones avec des produits pour les colorer, pour mettre en évidence les structures, elle en faisait beaucoup et elle faisait tirer des diapos pour les montrer en conférence et des fois ça se mélangeait. Et alors on avait de temps en temps, quand on faisait les soirées diapos de vacances, on avait Laurent à la plage, Pascal, c'est mon frère, à la plage, mes parents à la plage, un neurone, mes grands-parents à la plage, un neurone. Voilà, c'était assez drôle. Tout ça pour vous dire qu'il y avait une forme de perméabilité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En tout cas, du côté de ma maman. Comme je vous les ai présentés. On va mettre la photo. Ça me fait bizarre de me dire que je vous ai présenté mes parents. Voilà. Mais on va être là. Comme vous pouvez le voir aussi sur la photo, c'est le petit Laurent, c'est pas un grand sportif. C'est déjà un intello, quoi. Il est plutôt chétif. Et puis, il a du mal parfois à se faire des amis dans la cour de récré. Et c'est pas quelque chose de très très drôle. Donc on va dire, il y a déjà à cet âge-là quelques blessures. Celle-là, on va l'appeler le rejet. Pour revenir un petit peu à la sociologie du travail, et encore une fois, c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est la souffrance au travail. Mais je voudrais citer Dominique Méda, une sociologue, qui dit que on a une conception du travail qui est relativement moderne, qui s'est construite de façon un petit peu incrémentale, couche par couche, au fil de l'histoire, et qui en ce moment regroupe, selon elle, essentiellement trois choses. Alors, il y a le travail comme facteur de production, ce qui sert à produire des choses. Il y a le travail comme élément porteur d'identité. Ça aussi, d'ailleurs, Dejour en parle, Christophe Dejour. Je vais chercher mes trésors, mais je les garde, ça ira plus vite après. Et ça, c'est quand même quelque chose de cool. Que ça serve à construire notre identité. Et c'est aussi le pivot de notre position sociale. C'est ce sur quoi s'appuie tout un ensemble de jugements par rapport à des échelles de valeurs. Quand on a parlé de travailleurs essentiels, il y avait quand même un petit quelque chose de cynique. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ? Pardon, là j'ai 8 ans.
venez de me rencontrer. On est en train de faire connaissance. Vous êtes des adultes, évidemment. Moi, je suis encore en culotte courte. Qu'est-ce que vous demandez à un gamin de 8 ans? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Exactement. Même des fois, on leur dit mais qu'est-ce que tu veux être plus tard? Et moi, petit, je voulais être libraire. Un beau soir, à la table de la cuisine, on vient de finir de manger, on est avec mon frère, mes parents, et puis là, je sors comme ça. Moi, je sais ce que je veux faire quand je serai grand. Je veux être libraire. Je m'attendais pas à la réaction que j'ai eue, celle de mon père, choqué. Mais Laurent, c'est un métier de commerçant, ça. Tu vaux mieux que ça. Il faut savoir que donc mes parents étaient tous les deux scientifiques et l'éducation les avait propulsés à une certaine place dans la société, mais ils n'en venaient pas. Ils étaient tous les deux issus de milieux plutôt ouvriers et donc évidemment ils voulaient pour leurs enfants les mêmes chances que celles dont ils avaient eux pu bénéficier grâce à leur travail pendant les études. Donc ça a été un sujet de conflit. Mais tout ça pour vous dire deux choses. D'une part que ce qu'on dit par rapport au travail quand on a 8 ans, ça n'émeut pas plus que ça les foules, quoi. On nous assigne à une catégorie, on veut que nous y restions. Et en fait, c'est aussi parce que en tant que personne, quand on a 8, 9, 10, enfin jusqu'à ce qu'on soit en fait en âge de travailler, on n'a pas nécessairement une si grande valeur que ça, au point qu'on doive nous écouter. Et c'est vrai aussi de l'autre côté de la vie. Mon père, il est décédé cette année, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un EHPAD. Et quand on connaît un peu le système des EHPAD, on se rend vite compte en fait aussi du peu de valeur qu'on accorde aux personnes qui sont passées du côté où ils ne sont plus aptes à travailler. Et puis dans le milieu de tout ça, il y a toute une période, alors je vais parler pour moi, mais en tout cas c'est vrai que souvent, moi quand je me présentais aux personnes dans les soirées que je rencontrais, je disais, voilà, salut, je m'appelle Laurent, je suis informaticien. Ce qui est vrai, mais c'est peut-être un peu réducteur. En tout cas, mon père, dont je connaissais pas forcément très bien le métier, mais je savais qu'il faisait des trucs au niveau des maths, et il était assez sensible, en tout cas, à cette curiosité qu'il y avait chez moi des machines, des robots. Et alors, par exemple, en 1979, un cadeau va changer ma vie. Et je l'ai avec moi. Attention, je sais qu'il y a au moins une personne dans cette salle à qui ça rappelle des souvenirs. Tadam! Non seulement je l'ai avec moi, mais vous savez quoi? Il marche. Alors c'est le moment de la démo, c'est le moment le plus dangereux. On va voir ce que ça donne. On va pas se mettre en retard non plus, donc on va pas faire 1 heure là-dessus, mais c'est important. Hop là. Alors, tac. On va faire ça. On va faire ça. On va refaire ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti! Ce truc émerveille mon âme d'enfant de 8 ans, de 9 ans maintenant, puisqu'on est en 1979. Et là, je comprends en fait que, voilà, moi qui suis pas un énorme influenceur dans mes cercles sociaux, j'ai trouvé peut-être l'opportunité d'une revanche sur la vie. Voilà quelque chose, une machine qui va faire exactement tout ce que je lui demande de faire. J'y pense à l'avance, je la programme, et hop, elle part, elle revient. Elle tourne dans les couloirs de l'appartement.
Tu as raison, excuse-moi. On peut l'applaudir quand même. Pas trop froisser les machines qui nous entourent, surtout en ce moment. Ce sera pas le dernier des cadeaux que me fera mon père. Alors il y en a un autre aussi qui est un peu emblématique, qui va rapporter du fin fond du sac à souvenirs. Hop. Là c'est pareil, hein, j'ai la date de manière assez certaine. Cet objet s'appelle un ZX81. Il est donc de l'année 81. C'est l'un des premiers ordinateurs personnels dignes de ce nom. Bon, alors digne, ça se discute. C'est pas génial, le clavier en particulier est tout pourri, mais voilà, on le branche sur la télé et on peut jouer à Space Invader et on peut écrire des programmes en BASIC. Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui est prêt à m'interpeller en disant Laurent, ça bug, là, t'as dit qu'il n'y avait pas la télé à la maison. C'est vrai, bien observé, parce que entre-temps, il s'est passé un truc. En fait, on n'avait pas la télé, mais on était exposé à la télé quand on allait chez nos copines, nos copains, plutôt nos copains d'ailleurs, et on regardait des séries. Évidemment, on rentrait à la maison et on tannait nos parents, on veut la télé. Mes parents disaient non, c'est pas bien, c'est des choses de bas étage intellectuellement. Et nous on insistait, on veut la télé. Au bout d'un moment, mes parents ont fini par nous dire vous nous embêtez avec ça, le jour où la gauche arrivera au pouvoir, vous aurez la télé. Et alors, grande surprise, évidemment, en 1980, à la surprise générale, Mitterrand est élu et tenant parole, effectivement, on a eu la télé à la maison. Bon, mes parents sont de gauche, étaient, en tout cas à cette époque, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, donc peut-être que l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Hop. Ce sera pas le dernier des cadeaux, mais bon, on va... Ça, c'est ce que j'ai eu pendant mon adolescence. Hop. Probablement sous le prétexte que ça allait m'apprendre à programmer. Alors, on va pas se mentir, hein, le langage de programmation auquel j'ai le plus pratiqué, c'était ça. Toujours sur les Space Invaders. Au point d'ailleurs que mes notes scolaires se dégradent et mes parents inquiets là me disent mais Laurent, là pour ton avenir, et parce que c'est vrai, on va vers l'avenir là, pour ton avenir quand même fais un effort. Au début ils le disent gentiment, puis après ils sont de plus en plus inquiets, et l'année du bac 1988 sont tellement inquiets que pour me motiver d'ailleurs ils me disent, j'ai vraiment un mauvais dossier quoi, ils ont peur que j'ai pas le bac en fait. Pour me motiver, ils me disent si tu chopes ton baccalauréat avec une mention bien au minimum, on te paiera le dernier ordinateur de la même marque que celui-là, le truc qui me fait rêver. Et c'est ainsi qu'est née l'opération un Mac pour un bac. Et j'ai eu mon bac avec mention bien. Ah, c'est marrant que vous applaudissiez, c'est pas forcément le truc dont je suis le plus fier dans la vie, mais bon. Tout ça pour vraiment souligner que sur le sujet en tout cas de la construction identitaire, oui effectivement j'arrive à la majorité avec une idée bien précise de ce que je veux faire professionnellement en tout cas. C'est ce métier en tout cas de programmer, comme je vous l'ai montré. Ça permet aussi de dire un peu plus précisément ce que je pourrais dire au lieu de je suis dans l'informatique. Un peu comme je suis dans le cinéma, c'est très très vaste. Donc voilà, mon job c'est ça, c'est de donner des instructions à des machines et ensuite elles font exactement ce que je leur ai demandé. Même si c'est pas ce qu'elles devraient faire, mais ça c'est un autre sujet. Alors attention, parce que là je vais peut-être avoir l'air bête, je vais avoir du mal à le refaire. Nous arrivons dans les années 90, bande son des années 90, top jingle. Sinon tu débranches et tu passes sur le...
sur l'écran, sur les haut-parleurs de... Ouais, mais on va la refaire. Oui, je sais, ça se voit, je ne sais pas danser. Ce qui est d'ailleurs, à cette époque-là, aussi un élément de non-intégration, toujours le côté geek. C'est pas grave, mais j'aime bien faire semblant. Donc, comme je vous disais, le truc des études, c'était pas vraiment mon fort, j'avais mieux à faire. Mes parents m'ont inscrit plus ou moins de force dans une prépa, une classe prépa scientifique. Je me lance donc dans maths sup, mais alors vraiment sans conviction. Même en fait, dans la plus grande opposition, je leur dis qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Ils disent Laurent, si tu veux pouvoir faire ce que tu veux dans la vie, il faut que tu fasses de bonnes études. Oui, mais je sais pas faire le ton d'un ado pénible en fait. J'ai un truc que j'ai oublié ou pas. Oui, mais en fait, moi, je sais déjà ce que je veux faire. Et en plus, comme j'ai passé beaucoup de temps sur mes ordis, bah, je sais le faire. Voilà, tac. Donc, vos histoires d'études, ça m'embête. Ils insistent. Et donc, me voilà enrôlé dans cette classe prépa où j'ai quand même des beaux restes des révisions pour le bac. Donc, le premier trimestre, je suis premier de la classe. Et d'ici la fin de l'année, je termine dernier. Et là, bon, bah, comme c'est une filière un petit peu compétitive, on me dit merci, au revoir. C'est pas un si grand accomplissement. Par contre, la deuxième année, celle où je passe, donc je bascule dans la filière fac. Et là, j'arrive aussi à me faire jeter de la fac. Par l'artifice essentiellement de passer quasiment toute l'année dans un rayon constant autour de Jussieu. Il y a plein de troquets, c'est le quartier latin. Je suis très peu en cours. Et donc, voilà, quoi, ayant planté mes études, il ne me reste qu'une seule voie, qui est celle de trouver un travail dans le développement de logiciels. Et c'est ce que je fais. Il y a quelque chose qui se passe à cette époque-là qui est moins drôle. Et on peut peut-être ranger ça dans la catégorie des présages. Ma maman fait une tentative de suicide. Et moi, je suis pas là. Je suis pas là, je bosse, je suis très occupé. Alors, Sophie, qui est dans ce domaine-là, ma référence, qui a beaucoup plus de mémoire et qui est mieux au fait que moi des conventions sociales, me rassure un peu en disant on est allé la voir à l'hôpital. C'était pas quelque chose où j'ai complètement fait le blackout dessus, mais au moment où j'ai commencé à raconter cette histoire, je m'en souvenais même plus en fait. Il y avait quelque chose de l'ordre du refoulé. Voilà, elle a dû quitter Paris. Elle est allée travailler pendant quelques temps dans un labo à Marseille, ce qui illustre aussi d'ailleurs une autre constante des problématiques de. Alors, je ne vais pas poser le terme de harcèlement moral sur ce qu'elle a vécu, parce qu'on en a parlé et elle n'a pas utilisé ce terme-là. Mais en tout cas, des personnes qui souffrent au travail et qui sont obligées de le quitter pour aller mieux, qui subissent du coup une forme de double peine, c'est monnaie courante. En tout cas, voilà, moi je suis à fond. J'ai le métier qui me plaît, j'ai une situation favorable parce que c'est un métier qui est assez demandé à cette époque, et j'ai trouvé une petite boîte sympa dans laquelle on est une petite dizaine, on est presque plus potes que collègues. Le midi, on va jouer à la coinche, tout se passe super bien, quoi. Il y a une super ambiance, mais me dites pas que vous l'aviez pas vu venir. Il y a un jour où, notamment pour cause de difficultés financières, ça s'enraye. Il y a le patron qui vient nous voir et qui commence à nous faire un peu des histoires de Game of Thrones, là, qui nous dit toi tu comptes moins cher que ton
ton pote slash collègue qui est en fait ton boss aussi. On a décidé de le virer lui, mais ça m'arrangerait si tu pouvais quand même être un peu conciliant par rapport à ça. Il essaye de semer la zizanie. Je proteste, je dis bah non, je ne suis pas d'accord avec cette décision, il faut qu'on en parle. Prenons le temps d'en décider ensemble. Et là, j'entends une phrase qui va me hanter pendant un certain temps, parce qu'elle va revenir. Il me dit: c'est Laurent, l'entreprise, ça n'est pas une démocratie. Vous avez déjà entendu ça ? Alors si c'est pas une démocratie, qu'est-ce que c'est ? Avec un peu de mauvaise foi, mais aussi parce que c'est plus court à écrire sur une feuille A4 que des choses comme relations de subordination ou contrat salarié. Mais aussi pour d'autres raisons, j'ai appelé ça autocratie. Parce que finalement, c'est un terme qu'on utilise pour désigner des formes de pouvoir dans lesquelles la justification du pouvoir, c'est le pouvoir lui-même. Dans une démocratie, les gens qui sont élus exercent le pouvoir parce qu'ils ont été élus, il y a eu un processus. Dans une entreprise, qu'est-ce qui fait que le chef est chef ? C'est qu'il est le chef. Ou qu'un autre chef l'a nommé chef, mais du coup, si on demande pourquoi cet autre chef est chef, c'est la même réponse, c'est parce que c'est le chef. Et ainsi de suite, d'ailleurs, on peut remonter très haut, et à un moment, c'est aussi parce que c'est la personne qui a le plus de pognon. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va se reproduire un certain nombre de fois, d'entendre ça. Je vous passe certaines péripéties. Cas 1, cas 1, j'arrive au milieu des années 2000. Et j'ai trouvé un poste dans une boîte qui fait partie d'une catégorie qui s'appelle à l'époque les SS2I, les sociétés de services en ingénierie informatique. Ça vous a pas échappé que ça a changé de nom entre-temps, c'est devenu les ESN, les entreprises de services numériques. Alors moi, les trucs qui changent de nom, ça me fait tout de suite penser à quelque chose, c'est les EHPAD. Si vous vous souvenez, il y a eu un bouquin il y a quelques années sur une boîte qui s'appelait Orpea. Le bouquin s'appelle Les Fossoyeurs et ça raconte tout un tas de dérives qui ne sont peut-être pas d'ailleurs totalement étrangères au fait qu'on accorde peu de valeur aux gens qui ne sont plus en âge de travailler. Et donc ils ont décidé, pour échapper au scandale, de s'appeler Emeis, je crois maintenant. Faut leur dire, on vous voit. On n'est pas dupes. C'est pareil d'ailleurs pour d'autres choses qui changent de nom pour échapper à une mauvaise réputation. C'est quoi la mauvaise réputation de ces boîtes-là ? Je vais vous le faire. Hop. Donc on est en 2004. Hop. Ah oui, il me faut un accessoire. Je précise que je n'ai jamais eu besoin dans ma vie professionnelle de cet accessoire. Je n'ai jamais porté la cravate. Mais là, quelqu'un va entrer dans la pièce qui est un commercial. Donc c'est de rigueur. Donc moi je suis à mon bureau, je n'ai pas la cravate. Je suis en train de travailler sur un programme, évidemment, entre Laurent. Il s'appelle aussi Laurent. J'aurais pu lui inventer un autre nom, mais il s'appelle Laurent. Salut Laurent, comment ça va ? Ça va un peu charrette là parce que comme tout projet informatique on est en retard mais oui ça va on va se débrouiller. Chouette. D'Ivoire, j'ai une super nouvelle pour toi. Tu veux savoir ce que c'est, je pense ? Alors, avant que je t'en parle, par contre, je voudrais savoir un truc, c'est est-ce que tu peux me rappeler ton niveau d'études ? Je ne veux pas être désagréable, Laurent, mais on en a déjà parlé
quand on a fait connaissance, moi j'ai bac plus 0 en fait. J'ai planté mes études, je pensais pas que c'était important. Voilà, j'en fais pas des complexes, mais c'est vrai que voilà, pourquoi tu me poses la question? Eh bien, en fait, la super nouvelle, c'est qu'on a une mission qui va être parfaite pour toi, mais vraiment idéale à tout point. Le seul truc, c'est que donc le client est un petit peu à cheval sur les grilles salariales dans la boîte. Et donc, bien évidemment, si tu es d'accord, l'idée, c'est de mettre sur ton CV que tu as bac plus 3. Voilà, tu as une promotion en termes de diplôme. Chouette, non ? Mais dis-moi Laurent, si on a à ce point-là besoin de pognon, est-ce que ce serait pas encore plus simple que j'aille dans la rue et que je tire leur sac à des personnes âgées? Parce que si on en arrive là où on va mentir aux clients, dis-je avec une certaine mauvaise foi, où est-ce qu'on s'arrête? La conversation, elle en tout cas, elle s'est arrêtée là. Laurent est reparti un peu penaud. On va enlever cet accessoire encombrant. Et au-delà de la blague, je vous raconte cette histoire parce qu'elle illustre un concept. Ce sera donc mon premier contact avec la réalité de ce concept, bien avant de mettre des mots dessus, qui s'appelle la souffrance éthique. Christophe Dejour, dont je vous parlais tout à l'heure, en parle beaucoup. La souffrance éthique, c'est quand on vous force à faire dans le travail quelque chose qui est contraire à vos valeurs. Bon, par exemple, moi qui suis très geek, donc très rationnel, très préoccupé par la vérité scientifique, qu'on me demande de mentir à un client, donc de dire quelque chose que je sais être faux, ça va évidemment à l'encontre de mes valeurs. C'est peut-être pas dramatique, mais ça gratte. Un truc qui est plus grave pour moi, par exemple, en tant que programmeur, en tant que quelqu'un qui écrit du logiciel, c'est quand on essaye de me forcer, de me contraindre à ne pas faire un travail d'aussi bonne qualité que je le pourrais, et donc d'infliger à mes utilisateurs des bugs. Ça m'agace. Je sais que je pourrais faire mieux. Oui, mais là, Laurent, il faut que tu te dépêches parce qu'on a une deadline. Laurent, le commercial, a promis que le projet serait livré au 1er janvier. Et là, tu vois, on est déjà bientôt en décembre. Hop, hop, hop. Tes histoires de tests, on s'en fout. Dans d'autres domaines, par exemple, dans les EHPAD, et on va dire que là, on est plus d'un côté extrême du spectre, ça se traduit par instituer un certain nombre de minutes qu'on doit prendre pour donner une douche à une personne âgée. Pas 20, pas 30, 6 minutes. Voilà, vous avez 6 minutes pour faire la douche de monsieur ou madame dont vous occupez de la chambre. Ça a vraiment été un facteur de souffrance terrible pour les personnes qui se retrouvaient à infliger de la souffrance et de la détresse physique ou psychique à des personnes dont elles étaient censées prendre soin. Dans un métier qu'elles avaient peut-être plus ou moins choisi, mais enfin, voilà, dans lequel elles étaient entrées volontairement pour prendre soin des gens. Ce phénomène d'ailleurs de management par les chiffres est un facteur qui renforce évidemment la souffrance éthique. Et qui a joué un rôle important dans le fait que s'installe au sein d'un certain nombre d'établissements d'EHPAD des dérives. Bon, c'est un côté positif quand même pour moi à cette époque, c'est que déjà la conversation s'est terminée, mais aussi pas longtemps après mon contrat dans cette boîte, je suis parti. Et je suis parti parce que j'ai découvert, peut-être un petit rebond positif de cette histoire-là,
j'ai découvert un truc qui s'appelle le mouvement agile. Alors, je suis sûr qu'il y a peu de gens dans la salle ce soir qui ont entendu parler du mouvement agile. Je blague en disant ça, mais c'est parce que l'idée de cette conférence gesticulée, c'est de ne pas s'adresser qu'à des informaticiennes et des informaticiens, des gens qui font le même métier que moi, mais vraiment, comme on parle du travail, de s'adresser à un public le plus large possible. Et croyez-le ou non, il y a certainement des tas de gens en dehors de l'informatique qui n'ont jamais entendu parler du mouvement agile. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement agile ? Pour le dire un peu simplement, c'est un peu comme le punk du développement logiciel. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui s'est fondé sur la méfiance de l'autorité, la remise en question de certains rapports de pouvoir qui pouvaient exister dans notre métier. Et tout ce qui pouvait venir avec, l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'on fait par exemple quand on travaille dans un milieu où on travaille en agile ? Alors déjà, on va beaucoup s'intéresser à la qualité de ce qu'on fait. Alors je pourrais vous parler, vous sortir du jargon comme test-driven development, etc., etc. Mais en fait, l'essence de la chose, c'est qu'on s'autorise en agile à faire ce que Christophe Dejour appelle du beau travail. Quand on travaille, on a envie de faire un beau travail. Et comme c'est quelque chose qui fonde en partie notre identité, il y a ce cercle vertueux entre effectivement faire du beau travail et se sentir bien et bien à l'aise dans son job. Et ce cercle vertueux peut bien évidemment s'inverser. Dans la mouvance agile, en tout cas, on met beaucoup d'énergie, alors sous la forme de tester son logiciel de différentes manières, notamment en s'appuyant sur le fait qu'on peut écrire du logiciel pour tester son logiciel. C'est assez génial, mais c'est pas vraiment le sujet. On va s'attacher à faire du beau travail. L'autre chose qu'on va trouver aussi dans ce milieu agile, c'est l'idée que les personnes qui sont les mieux qualifiées pour prendre les décisions sur la manière dont on va organiser ce travail, c'est les personnes qui le font, tout simplement. Et donc on va parler d'auto-organisation. Et moi, comme j'aime bien les trucs qui sont courts à faire tenir sur une feuille A4, mais aussi parce qu'il y a des références à d'autres choses, je parle d'autogestion. Ça permet aussi d'avoir des mots un petit peu plus frais que tous les trucs qu'on a entendus, qualité, auto-organisation, qui sont pas mal dévoyés. D'ailleurs, c'est un peu ce qui va se passer avec le mouvement agile. Alors je grille un peu les étapes. Ça va tellement m'intéresser, cette histoire-là, notamment le sujet de l'auto-organisation. Et vraiment, à l'époque aussi, c'est très nouveau. Il y a matière à en faire peut-être une nouvelle activité. Et moi, je vais décider notamment parce que, par rejet de ces notions de subordination, je vais me dire, tiens, si je me mettais à mon compte. Et donc, je vais commencer je vais exercer un autre métier que je n'appelle pas coach agile, mais enfin, c'est ce que à peu près tout le monde désignerait comme tel. Je vais chez des clients pour les aider à s'approprier un petit peu cette manière de travailler. Ça se passe plutôt très bien pendant quelques temps, jusqu'à ce que ça se passe moins bien. Et pour tout vous dire, j'arrive en 2014 en faisant une grosse dépression. À mon tour. J'ai oublié un truc en fait. C'est que c'est bien joli de se mettre à son compte. Mais quelque part, c'est aussi une façon de remplacer l'exploitation, pour le dire comme ça, par l'auto-exploitation. On joue un peu le jeu de ces méthodes de management qui ont notamment ce ressort de l'individualisation, du morcellement des collectifs de travail. On n'est plus une équipe, et c'est de plus en plus vrai quand vous regardez ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, ou même d'ailleurs certaines administrations.
On n'est plus des équipes et des gens qui sont soudés, qui travaillent ensemble, mais des collections de freelance qu'on a agrégées sur un même projet. Donc jouer ce jeu-là ne m'a pas tellement réussi. Et voilà, je vais m'en sortir, mais il va falloir un certain temps. Et ça me ramène à, j'adore ce métier, j'adore programmer, mais quand je le fais, ça va pas. Et il faut que je réfléchisse, il faut que je me redise, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand ? Passent les années, nous arrivons à 2015, et à moitié par hasard, se présente une opportunité. Jingle ? Allez, tout le monde debout ! C'est peut-être que vous faites autant semblant que moi alors. C'est bien de bouger aussi un petit peu. Et là, on me propose de bouger, de venir bouger un truc, de venir mettre de l'agilité. Je sais, je bouge trop pour la caméra aussi, mais c'est l'énergie qui va avec. On me propose de venir bouger un truc qui est pour moi peut-être le truc le moins agile que je connaisse, qui est l'administration. Truc doré. Bâtiment à colonnes et tout, là, avec des gens très sérieux, qui ont certainement, pour beaucoup, la cravate. Mais il y a vraiment un truc qui prend à cette époque-là, dans ce qui ne s'appelle pas encore la direction interministérielle du numérique, mais où on trouve déjà, je me souviens au moment de mon entretien d'embauche, dans la salle d'attente, en attendant de rencontrer Monsieur Marzin, fonctionnaire, un inspecteur général, cravate, barbe, très sérieux, mais en même temps très sympa. Et sur cette table en verre, table basse là dans la salle d'attente, il y a des brochures qui traînent et j'en prends une et je commence à lire et ça parle d'un truc qui s'appelle le principe dites-le nous une fois. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, ce que ça raconte, c'est que si l'administration connaît déjà quelque chose sur vous, par exemple, mettons côté des impôts, c'est votre revenu, du côté de la mairie, c'est votre composition familiale, on va dire qu'elle aurait plus le droit de vous le redemander, puisqu'elle le sait déjà, et qu'on est à l'époque où les ordinateurs se sont pas mal généralisés, et les tuyaux entre les ordinateurs qu'on appelle Internet, et que donc ça permettrait de s'échanger éventuellement des informations, et de ne plus avoir à vous redemander tous les ans à refaire le même dossier papier pour redire oui, vous habitez toujours au 4 impasse Morlaix à Paris, et vous êtes toujours à tel numéro de téléphone, etc. Je suis conquis. Ce sera les années peut-être les plus intéressantes de ma carrière, en tout cas en tant que développeur, qui est un autre nom pour programmeur. On va faire des tas de choses intéressantes, on va s'intéresser à l'inscription au collège, mais bon, frustration, je ne peux pas vous raconter tout ça. On va aller directement à ce qui se passe en 2020, au moment du confinement. Mais en fait, c'est chouette, on est très bien équipés, on a appris à fonctionner de façon plus ou moins agile dans l'administration. On est très bien équipé pour réagir notamment au confinement. On s'est habitué un petit peu à des pratiques de télétravail. On se réunit souvent en visio parce qu'on a des gens qui sont loin. On a appris à prendre des notes. On a appris à faire tourner la prise de notes pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes qui prennent des notes. On essaye d'avoir de ce point de vue-là un environnement de travail inclusif, comme on dit. Il y a un certain nombre de choses qui sont chouettes. Et surtout, ce qu'on fait, en fait, au moment du confinement, on fait ce qu'il y a à faire. Les collègues du bureau d'en face travaillent sur un tableau de bord de suivi épidémique. Parce que clairement, c'est le truc le plus important. On a des données qui viennent des hôpitaux et on va les représenter sur des cartographies, sur des courbes, pour montrer où on en est et où ça va.
Un peu plus tard, ce sera le suivi vaccinal. Ça, c'est parce que moi, je fais, mais moi, par exemple, je viens aider des gens qui s'occupent d'une plateforme qui s'appelle, Je veux aider, qui connecte des bénévoles et des associations qui en ont besoin. Je fais ce qu'on appelle du DevOps. Et juste pour tenter d'expliquer en quelques mots ce que c'est que le DevOps, c'est quand on fait se parler les gens qui écrivent les programmes qui tournent sur les ordinateurs et les gens qui prennent soin des ordinateurs eux-mêmes sur lesquels tournent les programmes. Et c'est important parce que moi on m'explique par exemple que la grande inquiétude, c'est si jamais le président prend la parole à 20h, si on n'a qu'un seul serveur, tout petit serveur dans son coin, et que d'un coup des millions de Françaises et de Français vont sur le site, il va planter et on va avoir l'air ridicule. Mais on est en 2020, on a inventé des solutions pour ces choses-là qui consistent à être capable de brancher rapidement des ordinateurs qui existent déjà, de mettre les programmes dessus de façon automatisée et du coup de tenir le coup. Et c'est en fait, DevOps, c'est pas plus que ça, c'est faire se parler des gens qui, alors à certains moments de ma carrière, je les trouvais dans deux bouts complètement opposés du bâtiment et ils ne se parlaient jamais. C'est le moment que j'appelle la parenthèse magique du Covid. Parce que il n'y a plus de managers, ils sont plus là. Ils sont confinés comme tout le monde. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Et nous, on fait ce qu'on a à faire. Peu après, je vais tomber sur un reportage télé. Alors j'ai cherché, c'est un truc qui m'agace, je n'ai pas retrouvé la référence de ce reportage, mais c'est une infirmière qui témoigne. Quelques mois après, c'est après le déconfinement. Et qui dit, en gros, il y a une forme de mise en miroir que je trouvais impressionnante, elle dit c'était une période très dure, très stressante, surtout quand on travaillait dans l'hôpital, c'était l'horreur, quoi. Les personnes qui décédaient, des couloirs pleins de personnes dont on ne savait pas comment on allait s'en occuper. Mais oui, on n'avait pas de matériel de protection, pas de masque. Mais par contre, on faisait ce qu'il y avait à faire. On faisait son métier et on ne faisait que ça. C'est pas que c'était chouette, mais on se sentait utile. Et puis, au moment du déconfinement, conjonction de trucs, là j'ai soif, je vais remettre la cravate. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre à l'eau. Non, c'est bon, j'ai tout prévu. Un conférence autonome. Hop. Ce qui se passe, c'est que le manque d'habitude. Au moment du déconfinement, tranquillement, les managers reviennent. Ils reviennent, et donc dans le cas de cette infirmière, ils commencent à leur raconter des trucs. Oups. Bon, les cocos, merci d'avoir été là pendant ces quelques semaines éprouvantes. Bon, on va quand même passer à l'essentiel, c'est que là, on a regardé les chiffres. Et les chiffres du premier trimestre, c'est pas joli, quoi. Donc, on a un petit problème de rentabilité ici dans l'hôpital, donc peut-être falloir que vous fassiez un petit effort, notamment sur les horaires, là, sur les gardes. Bon, on a entendu qu'il y a des gens qui se sentent un peu fatigués. Mais quand même voir que l'hôpital a une obligation de rentabilité. On a mis en place des trucs pour ça, la T2A, la fameuse tarification à l'acte. Enfin bref, je vous fais pas le tableau, mais on a besoin là que vous mouillez un peu la blouse. Voilà. Merci et bon début de semaine. Et donc évidemment, le personnel soignant souffre de ça, de ce retour du management gestionnaire
C'est vraiment quelque chose qui a été bien étudié d'ailleurs dans l'hôpital, hein, qu'une bonne partie de la crise hospitalière est liée à ça, à des méthodes de gestion de façon assez précise. Et dans mon cas, on a un truc un peu similaire, quoi. On a pareil, donc les managers reviennent et ils nous disent, c'est moi N+2 qui parle. Ils nous disent, micro sous le bras, non, ça va aller. Je gère. Bonjour les gars, comment ça va ? Bon début de semaine déjà. Et puis, oui, alors, je vous ai convoqué là parce qu'il y a une petite mise au point qui serait importante à faire. Merci quand même déjà d'avoir été là pendant ces moments un peu éprouvants. Donc oui, il m'incombe de vous rappeler que nous sommes dans une administration, que donc dans une administration, il y a une hiérarchie. Et là, oui, on a porté à mon attention qu'il y a eu quelques initiatives de prise. Je vous rappelle quand même qu'on a une direction interministérielle, ce qui veut dire que nous prenons nos consignes des ministères. Là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites sans consigne ministérielle. Donc voilà, donc déjà d'une part, merci de ne plus prendre d'initiative si nous n'avons pas une commande politique. Quoi d'autre ? Oui, on va avoir besoin de mettre un petit peu plus de reporting en place, hein, là, parce que là c'est un peu n'importe quoi. Il y a eu des choses qui se sont passées sans aucun contrôle budgétaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, alors si vous pouviez revenir au bureau un peu de temps en temps, parce que c'est quand même pas un si grand effort que ça de vous demander de revenir au bureau. Des contaminations de... Oui, d'accord, oui, je sais pas, mettez des masques. Franchement, alors si on se met à faire les pignoufs là au moindre petit problème, en fait, vous savez ce que vous êtes ? Vous êtes des princesses au petit pois. Hop là. Pas donner mon jus d'orange au manager. Hop. Tu vois ? Ouais, on nous a mis un peu la pression, quoi. Et cette histoire de princesse au petit pois, moi, j'en reste comme deux ronds de flanc. Vous savez d'où ça vient ? Oui, non ? C'est un conte de monsieur Hans Christian Andersen. Alors, je sais pas du tout où j'en suis en termes de timing là, mais je vous le fais. Je vous le fais parce que si le fait d'être sur scène devant vous, là, je peux pas me payer un peu de mauvaise foi. Hop. C'est donc une histoire d'un beau prince. C'est le même auteur que celui de La petite fille aux allumettes, un auteur de contes célèbre et très apprécié. Or donc, il était une fois un prince fort bien fait de sa personne qui voulut prendre femme. Mais ce prince était fort exigeant et il se trouva donc qu'après avoir organisé moult bals, réceptions au palais, aucune des demoiselles éligibles du royaume venant se présenter à lui, et même des confins et voire d'au-delà, ne trouva grâce à ses yeux. Toutes présentaient quelques défauts de personnalité ou de physique qui, de façon irrévocable, entraînaient son refus. Ayant, pensait-il, épuisé toutes les possibilités, il se morfondait dans son château, triste. Quand un soir arriva une princesse venue d'une contrée encore plus lointaine que celle qu'il avait rencontrée. Le pauvre prince, à ce stade de l'histoire, est presque résigné à son sort et ne veut quasiment pas entendre parler de recevoir comme il se doit cette demoiselle. Mais sa maman, pressentant qu'il pouvait se passer quelque chose, invente un stratagème. Et donc elle demande aux gens de maison, faites préparer pour la princesse, dans la plus belle chambre du château, dans un lit à baldaquin, de quoi passer une nuit extraordinairement confortable. Faites installer 5, 7, 12 matelas des plumes les plus fines les uns sur les autres, mais par contre prenez garde. Et surtout qu'elle ne s'en aperçoive pas, mettez un petit poids
tout au fond, sur le sommier. Arrive donc le lendemain matin. Le prince et la princesse se retrouvent dans la magnifique salle du petit-déj, avec un jus d'orange. Et bien évidemment, il lui demande, par courtoisie, « Bonjour, très cher, avez-vous passé une nuit agréable ?» La princesse, un peu gênée aux entournures, Prince, je suis bien obligé de vous répondre malheureusement que cela ne fut pas le cas et croyez bien que je n'y vois là aucun manquement de la part de vos gens de maison puisqu'ils ont fait un travail visiblement extraordinaire pour m'accommoder. Je ne sais pour quelle raison me voilà ce matin percluse de courbatures, extrêmement fatigué. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et le prince, évidemment, bien loin de lui en tenir rigueur, déduit à l'instant même que une personne d'une telle sensibilité ne peut être que sa promise. Et sur le champ, on lui propose de l'épouser. Et bien évidemment, ils vécurent longtemps et eurent de très beaux enfants. Alors, petit quiz. Pensez-vous que ce conte soit petit A, misogyne, petit B, misogyne, il n'y a pas d'option C. Oui, non, vrai, enfin, ça me met en rogne, quoi. C'est bon, au-delà de l'aspect genré de la chose, et alors, je peux vous dire qu'en plus, dans cet environnement, on en a vu un peu des vertes et des pas mûres. On s'est un peu mobilisé pour nos collègues femmes qui avaient des choses à nous dire sur le sujet. Et au-delà de ça, en fait, on nous accuse d'être trop sensible. Non, je suis désolé. Je revendique d'être sensible. On a fait un boulot de dingue, on s'est démené, on est allé créer des trucs qui n'existaient pas sans qu'on nous demande, sans qu'on nous donne de consignes. On s'est organisé comme on a pu dans des circonstances difficiles, on n'arrête pas de nous le rappeler. Mais au lieu d'avoir un peu de reconnaissance, on nous insulte et on nous met la pression. Faites votre choix. Parmi vos blessures préférées. Et donc, moi, face à ça, je prends une décision qui est effectivement trop c'est trop, j'ai besoin de me protéger. Je vais voir mon médecin traitant qui, de façon assez classique, me propose de mettre en arrêt maladie pendant 2 semaines. Jusqu'ici, c'est des choses assez standards. Je gamberge, et je prends une décision un peu fatidique, qui est de dire, mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas juste que je vais pas bien, c'est du harcèlement moral. Et je décide de déclencher un signalement pour harcèlement moral auprès de ma hiérarchie. Alors qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral ? Et pourquoi ça me vient là comme ça ? Comme une envie de boire un jus d'orange. Pour savoir de quoi il retourne, nous allons nous tourner vers le Code du travail. Article 1152, alinéa 1, qui dispose que aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. C'est marrant parce que cette définition-là, je l'ai beaucoup étudiée. Il y a eu un moment, je la trouvais assez chouette. Maintenant, beaucoup moins.
c'est quand même un peu alambiqué, quoi. Il y a beaucoup de mots. Alors, le pour objet ou pour effet, ça c'est important. Aucun salarié ne doit subir les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de, etc. Ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être fait exprès. Possible qu'on n'ait juste pas fait attention. Mais c'est très vaste. Se pose quand même la question de savoir si on peut vraiment faire condamner en justice tous les employeurs qui, à un moment ou à un autre, dégradent les conditions de travail de leurs salariés. Si on faisait ça, il n'y aurait plus grand-chose qui marcherait, quoi. Qui marcherait. Ça deviendrait compliqué. On va le mettre là-bas. La question peut-être la plus pénible de l'élaboration de cette conférence, c'est quand on m'a demandé plusieurs fois mais c'était quoi le problème exactement? Bon, au-delà de du coup manque de reconnaissance, à un moment donné perte d'emploi, menace de perte d'emploi, mais finalement il est où le harcèlement? Ça dit bien d'ailleurs à quel point on normalise le fait que le travail, des fois c'est chiant et on a des personnes un peu pénibles. C'est pour ça, c'est parce que je me bats avec cette question-là que j'ai essayé de mettre en évidence un certain nombre des blessures que ça provoque. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup éclairé sur le question, qui est le livre de Nicolas Framont, qui s'appelle « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail ». Très bien, très recommandé. Et il y a tout un chapitre, enfin, il y a 3-4 pages sur cette définition juridique du harcèlement moral et pourquoi lui trouve que c'est un peu un gadget. Parce que, dit-il, ça ramène le problème à un problème individuel, de quelqu'un qui agit mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et donc, soit on va s'occuper du problème de la personne qui va mal, on va la muter, on va l'envoyer une formation sur la gestion du stress, ce genre de truc. Soit, mais alors super rarement, on va s'occuper de la personne qui harcèle, mais dans aucun cas, on va se poser la question des conditions de travail, de ce que fait le système. Et c'est pourtant cette dimension-là qui est importante, et on commence à en voir les contours là, avec un certain nombre d'éléments, des causes qui produisent des effets. Des pathologies, ou en tout cas des choses qui existent dans l'organisation du travail, qui produisent de façon un peu systémique de la souffrance. Et c'est pas juste dans l'entreprise, ça fait système bien au-delà de ça. Moi, pour revenir à ce qui se passe pour moi à cette époque, je suis donc contractuel de l'administration, ça fait 6 ans, un tout petit peu après, ça fait 6 ans que je suis dans cet emploi, et donc il y a une règle qui dit que au bout de 6 ans, on ne peut pas garder des gens sur un contrat précaire, un CDD. Si on les garde, on doit leur proposer un contrat à durée indéterminée. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place à cet endroit, que je me sens utile, je fais mon métier comme j'ai envie de le faire, et il y a un climat managérial qui est pas terrible, mais souvent ça passe parce que c'est des personnes qui s'en vont. Donc j'ai plutôt envie de rester. Et le nouveau management ne l'entend pas de cette oreille. On a changé de manager il y a quelques temps, en 2019. Et lui, il est de l'idée qu'on est dans le numérique, et donc il faut renouveler les compétences et parce que c'est un métier où on est tout le temps en train d'innover, il faut que ça tourne. Et donc, en tout cas, c'est une coïncidence, mais mon poste n'existe plus au bout de 6 ans. Voilà, hop. Je rejoins le club très peu exclusif des coronavirés.
Mais j'ai déjà commencé à me battre, alors je me dis, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Et je me dis, là, au point où on en est, et armé du sujet harcèlement moral, de cette définition juridique, donc qui donne quand même un levier pour faire quelque chose en justice, armé aussi d'un certain nombre de preuves, notamment un courrier de mon N+1 dans lequel il mentionne comme ça, en passant, en parlant d'autre chose, que c'est à cause du conflit avec mon N+2, le coup d'avant, au moment où je suis parti en arrêt maladie, qu'il ne veut pas me garder et me proposer un CDI. Je me dis, ça se plaide, quoi. Donc j'attaque au tribunal et, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Le truc truc super improbable, je gagne. C'était un combat qui était vraiment pas gagné d'avance. Et effectivement, alors c'est un jugement en référé, c'est-à-dire ça arrive très très vite pendant ma période de préavis, donc je suis encore en poste. Je me dis voilà, c'est bon. Eh ben non. Il se passe un espèce de petit miracle administratif. Mon employeur, sommé par le tribunal administratif, c'est pas les prud'hommes chez nous, c'est le tribunal administratif, de revoir sa copie, de prendre une nouvelle décision, sous un délai d'1 mois. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'attaque pas une personne, on attaque une décision administrative. Et en l'occurrence, elle est retoquée. Le tribunal dit non, refaites une délibération, reprenez une décision. Et là, il y a d'ailleurs quelqu'un avec une cravate qui se dit ouais, mais on va reprendre une autre décision. Mais ce sera la même. Bon, ça, normalement, c'est pas légal. Il y a des textes, tout ça, mais enfin, n'est légal que ce que la justice décide n'est illégal que ce que la justice décide de condamner. Et là, en l'occurrence, quand ça arrive sur le bureau du juge une deuxième fois, j'ai demandé à mon avocat de refaire une procédure, ça m'a coûté des sous. Là, le juge dit nous embêter un peu, quoi. Il lui dit non, ça passe. Voilà comment je me retrouve effectivement mis dehors. Et c'est un peu le coup de massue, quoi, parce que mine de rien, tout ça, c'est du boulot. Je suis pas allé passer un diplôme. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais la conséquence d'ailleurs de mon commercial là qui m'a dit t'as bac+3 maintenant, c'est que ça m'a quand même un peu piqué. Je suis allé chercher un diplôme par la validation des acquis de l'expérience. Quand même une capacité d'apprentissage en tant qu'autodidacte. Là, je me rencarde sur le droit du travail, et notamment tout ce qui concerne le harcèlement moral. Mais il faut s'en farcir, parce qu'il y a donc il y a le code du travail, c'est déjà pas un petit bouquin. Il y a une loi qui a été votée en 2019 qui institue l'obligation pour tous les employeurs publics de créer des dispositifs de signalement. Il y a un décret, parce que la loi sans le décret, en fait, elle fait rien du tout en France, donc il faut attendre que le décret arrive. Le décret en question, pas de peau, il arrive le 13 mars 2020. Dans une période où on a un peu de choses à faire. Mais enfin, après, mon employeur a quand même mis plus d'1 an et demi après à prendre les dispositions. Moi, j'étais déjà dehors depuis longtemps. Il faut apprendre comment ça fonctionne le tribunal, comment on fait une procédure, comment on la dépose, il faut aller à l'audience. Et là, à l'audience, au bout de 3 ans de procédure, alors pas tout à fait, c'est au milieu, mais ça me casse un peu le moral et on va faire comme si c'était un peu la fin du truc et que c'est là que je décide que vraiment too much, c'est too much. Le rapporteur public, donc c'est la personne qui étudie les dossiers pour dire aux juges ce qu'ils doivent décider. Les juges sont souverains, ils décident de ce qu'ils veulent, mais en gros, il y a quelqu'un qui fait l'analyse du dossier et qui prend la parole dans la salle d'audience. C'est un moment très solennel. Moi, je suis super impressionné. Et il est sur... il faut vraiment s'imaginer ça. Il est sur une chaire, quoi. Il est super en hauteur. Dans une position très magistrale, quoi. Très... Ce que je dis, c'est important. Et il me dit, mais monsieur, ce que vous avez subi, c'est pas du harcèlement moral, en fait. C'est simplement du management rugueux.
Génie. De management rugueux. Bah voilà, donc voilà, vous savez maintenant, hein, si ça vous arrive, faites bien la distinction entre harcèlement et management rugueux. Blague à part, et pour une comparaison qui peut paraître osée, mais je vais l'oser, parce que tout ce qu'elle peut avoir comme résultat, c'est d'avoir un peu plus d'empathie pour les personnes qui vivent ça. C'est un peu comme une femme battue qui va au commissariat pour se plaindre et à qui on dit ouais, mais vous n'êtes pas vraiment victime de violences domestiques, quoi. C'est juste un homme à poigne. C'est ce que maintenant on appelle la victimisation secondaire. Quand vous êtes en train d'essayer de chercher réparation pour un tort qu'on vous a causé, et que le processus même par lequel vous cherchez à obtenir justice vous en remet une bonne couche. Bon, et du coup, là, tout le savoir théorique paraît un peu futile devant tout ça. Je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel. Et ça va bientôt être le moment de conclure. Il y a une situation de Christophe Dejour quand même pour compléter un peu le tableau, qui est très importante pour moi. Je vais prendre le temps de vous la lire. La multiplication actuelle des suicides au travail ne résulte pas seulement des injustices, de la disgrâce ou du harcèlement. Elle résulte principalement de l'expérience atroce du silence des autres, de l'abandon par les autres, du refus de témoigner des autres, de la lâcheté des autres. De l'abandon par les autres. Est-ce que je l'ai ça? Je vais même faire un 2 pour 1. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Les gens m'ont soutenu jusqu'au jour où j'ai perdu, et là, il n'y avait plus personne, quoi. Il y avait plus de collègues, ils pouvaient pas, ils avaient aquaponé. Et ça a été presque plus douloureux que les faits eux-mêmes, en fait, que le fait de perdre son boulot ou d'être confronté à quelqu'un qui disait jamais merci, jamais bonjour. Ça, c'est des petites choses, en fait. Mais c'est aussi pour ça que le titre de cette conférence gesticulée, c'est « Il n'y a pas de petit harcèlement ». On parle en fait de blessures qui sont profondes, mais invisibles. Et les actes qui les provoquent peuvent être très petits, mais répétés sur la durée. C'est le supplice chinois, hein. C'est la goutte d'eau. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est quasiment tout le temps. Et ça a une autre conséquence, c'est que pour se battre contre ça, en fait, il faut être super fort. Ce qui est précisément ce qu'on n'est pas quand on subit des douleurs et des blessures psychiques. Il y a un petit côté positif, c'est que de la même manière que les harceleurs, en fait, savent très bien à qui ils ont affaire. On est souvent ciblés. Ils savent qui est sensible, en fait. Et donc, ils ont une forme de radar pour savoir à qui ils vont s'en prendre. Mais alors, du coup, en fait, entre victimes aussi, on a un radar, quoi. On arrive à se reconnaître. Bon, un truc qui m'a vraiment marqué depuis cette histoire-là, c'est que maintenant, dans les soirées, quand je me présente, je ne dis plus « Salut, c'est Laurent, je suis informaticien ». Déjà, je vais plus m'intéresser à qui la personne est que j'ai en face de moi. Et souvent, en fait, avant même qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait comme métier, au bout de 5 minutes, on va se dire « Ah, mais oui, mais ça aussi, moi, je l'ai vécu, le harcèlement moral. Moi aussi, j'ai fait un burn-out. » Et en fait, c'est là aussi, je me rends compte que c'est très répandu. Beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai trouvé des moyens de me réparer, ou on va dire de commencer à me réparer. J'ai en fait corrigé peut-être ce qui était ma principale erreur, si je dois en admettre une.
c'est que j'ai pas pensé à la dernière chose qui fait que quand on travaille, on peut être bien dans le travail. Voilà, si vous voulez, le jackpot, c'est tout ça. Ça, c'est une belle place. La solidarité. J'ai rejoint une association qui a organisé un parcours qui s'appelle précisément Trouver sa place. Ça m'a permis de démarrer la réflexion. Ça, c'était au premier semestre 2024. Toujours en 2024, tout simplement, j'ai fait la formation pour monter cette conférence gesticulée. Ça demande un certain investissement en temps. C'est 4 fois 3 jours. Ce qui était vraiment clé pour moi, c'est que c'est quelque chose qui se fait en groupe. On n'est pas tout seul. Et c'est vraiment l'idée aussi de sortir de cet isolement. Et ça a commencé à faire bouger des choses. Et là, en fait, la conférence gesticulée telle que je viens de vous la présenter, elle a déjà pas mal bougé, parce que moi j'ai bougé, parce que ça m'a donné une nouvelle dynamique. Et notamment sur le début de 2025, il s'est passé un truc que j'avais pas forcément prévu, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la chose syndicale. Alors en partie parce que Nicolas Framont en parle très bien. Et il dit il faut oser être une grande gueule en fait dans l'entreprise, il faut oser dire quand ça va pas. Les syndicats ont une image peut-être un peu ringarde, mais quand même ça vaut le coup. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé le 1er mai à défiler pendant toute la durée de la manif. J'avais jamais fait ça de ma vie, avec ma petite pancarte. Et j'ai pas fait que défiler. Hop. Je me suis syndiqué, j'ai adhéré à Solidaire. Il y a des gens qui sont très bien. Solidaire Informatique. J'ai pas fait que me syndiquer, j'ai adhéré le 1er mai. J'ai commencé à militer. J'ai commencé à me documenter sur l'action syndicale. J'ai appris des choses super intéressantes. Par exemple, que cette fameuse loi sur le harcèlement moral, qui date en fait de 2002, elle a une origine historique précise. Elle date d'une époque en fait où on commençait déjà à se rendre compte que, notamment à France Télécom, ça allait pas très bien. Ça, j'ai oublié de le poser tout à l'heure. Et c'est vraiment une lutte syndicale. Alors c'est celle que raconte Rémi Ponge dans ce bouquin au magnifique titre « Se tenir debout », qui parle de donc un siècle de lutte contre les souffrances au travail, qui ont beaucoup été le fait des syndicats. Mais cette loi de 2002, en fait, la raison pour laquelle elle est mal gaulée, c'est que ce que voulaient les syndicats à cette époque-là, c'était écrire très précisément dans la loi. Ils sont revenus à 2 fois devant l'Assemblée nationale. Ils voulaient faire interdire par la loi le fait pour un salarié de subir un harcèlement résultant de la dégradation délibérée des conditions de travail. Vous voyez comme ça claque? Il est interdit de dégrader délibérément vos conditions de travail. Ça avait de la gueule. En fait, c'est un compromis dans lequel on voit que le patronat a trempé et mis sa main et s'est arrangé pour que... Oui, non, mais il faudrait surtout pas qu'on examine le côté systémique de la chose. Patronat, en fait, qui est plus globalement... c'est un peu un discours de syndicaliste, mais j'ai le droit, j'ai la casquette. En fait, finalement, le problème de l'organisation du travail, tout ce que je vous ai dit là, ça monte et ça monte depuis l'histoire du taylorisme et de la révolution industrielle, où en fait, la grande idée, c'était de dire, vous êtes des ouvriers, des ouvrières, les gens en bas de l'échelle, en gros, c'était, vous n'avez pas le droit de penser. Il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est de ça, en fait, vraiment qu'il s'agit, c'est de dire, non, le travail nous appartient. C'est nous qui produisons la valeur. C'est nous qui savons comment mieux le faire. Et donc, c'est un droit de faire entrer la démocratie dans le monde du travail. Alors, c'est un droit, il faut aller le prendre. Mais en tout cas, c'est moi pour ça que j'ai fait cette conférence. Et c'est un petit peu comme ça maintenant que je pense à ce que c'est mon nouveau job. Enfin, en tout cas, ce que j'ai envie de faire quand je serai grand. J'ai remis en question mon travail.
Mais jusqu'à présent, j'étais pas allé jusqu'à remettre en question le travail. Et donc c'est sur ça que je vais vous laisser, sur cette invitation, à ce qu'on se dise, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, à travers des collectifs qui sont pas juste les collègues d'à côté qui souffrent autant que vous, mais des collectifs vraiment transversaux, forts. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire changer le monde du travail ? Merci. Petit point de détail, je sais pas, j'ai pas du tout en termes de timing. Bon, bien. Ça va. Point de détail important, cette conférence gesticulée, de par ses origines et sans forcément rentrer dans le détail, mais je pourrais vous en dire un peu plus parce que c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui organisent la formation et pour les autres personnes du réseau des conférencières et des conférenciers gesticulants. Cette conférence est soumise à un paiement au chapeau. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est à prix libre. Hein. C'est vous qui décidez si vous avez envie, si vous avez passé un suffisamment bon moment, si vous avez envie de soutenir un futur chômeur, parce qu'il y a de la discrimination syndicale dans l'entreprise. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire que ça permet aussi de prendre conscience que la préparation de cette conférence, c'est beaucoup de temps. Ce temps, il a un coût. Bon, moi, il se trouve qu'informaticien, je ne me plains pas, comme on dit, mais par respect aussi pour d'autres personnes qui le font, il y a cette demande à laquelle vous pouvez ne pas répondre, ou en fonction de vos moyens, de contribuer au chapeau. Au chapeau et pas à la casquette, hein, je la garde. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avance pour vos éventuelles contributions. Et surtout, maintenant, les pizzas sont là, on peut aller discuter dehors, on peut manger, boire, discuter. Je suis à votre disposition. Merci encore.